Quelle est la puissance de l'Occident? Qu'est-ce qui fait la puissance de l'Occident? Il faut que l'on se pose ces questions, que l'on travaille. Est-ce que la puissance de l'Occident, est-ce... Donc la dernière fois, nous étions sur théorie et pratique sur la révolution. Les grandes lignes, nous les avions données. Les grandes lignes structurelles. Les grandes lignes de cette révolution structurelle, nous les avions données parce que ou bien l'on veut réellement changer la situation, ou bien l'on veut rester ainsi. Et si l'on veut rester ainsi, c'est tous ces partis traditionnels que l'on connaît, parce qu'un parti politique, c'est une identité. L'identité de peuples européens, de peuples de l'Occident, a été forgée, confortée, remodelée par des partis politiques. Ça fait près de 200 ans, de 300 ans que ces partis sont en place et ils sont en train tout le jour de remodeler leur identité. Leurs revendications, leurs aspirations sortent en premier dans ces structures-là politiques. Et ces structures politiques portent haut et fort la voix de leur peuple, la voix de ce que doit être la destinée, si j'ose dire même de ces peuples-là. Donc, si nous continuons à nous nourrir, à être subordonnés, que notre cordon ombilical est rattaché à toutes ces structures-là, nous ne continuerons qu'à pérenniser les néocolonialismes, la colonisation, la domination, et aujourd'hui, le plus grand problème, comme l'on dit, l'exploitation. Le plus grand mot. Et ces plus grands mots, les deux courants dont on a vu la dernière fois, en premier de l'autre côté, la haute administration occidentale, et d'un autre côté, l'oligarchie financière. Le dernier courant représenté par l'homme et la femme d'affaires occidentales, et le premier courant par l'homme et la femme politique, qui sont aujourd'hui la cause principale de notre exploitation. Si on regarde, même là récemment, on prend l'exemple du couple qui a été formé entre Nicolas Sarkozy et Bolloré, nous avions vu ce que ça donnait. Donc lorsque l'homme d'affaires veut quelque chose, veut ces contrats léonins juteux auxquels vous ne pouvez pas toucher, c'est l'homme politique qui décide quelle est la politique à appliquer, quelle est la personne qui doit être choisie pour conduire cette politique, quelles sont même les priorités et les orientations. Donc la voix du peuple ne compte pas. Lorsque la voix du peuple ne compte pas, nos identités ne sont pas respectées, nos aspirations ne sont pas prises en compte et tout le tralala possible. Aujourd'hui, nous rentrons dans le nationalisme politique africain. Le nationalisme africain, comme l'on disait, c'est déjà connu comme étant l'idéologie de l'UDC. L'UDC est en train de porter cette voix. Cette voix du nationalisme africain, je pense que c'est la mère nourricière là où tous nos grands se sont fait, si j'ose dire, entêtés. Tous nos grands. Je parle depuis l'Haïti, depuis même Marcus Garvey, depuis Georges Pardmore, depuis Anténor Firmin, qui disait que la libération de l'Haïti posera les jalons de l'indépendance véritable de l'Afrique tout entière. Donc, vous voyez qu'on continue toujours de puiser dans le nationalisme africain, qui transcende toutes ces petites nationalités et toutes ces identités nées au lendemain de la conférence de Berlin. Donc, le nationalisme africain, par 1, ça sera définition. Point 2, les interrogations. Point 3, le lieu. Point 4, les épreuves. Point 5, renouveau. Et point 6, la maison. Donc, c'est les différents points que l'on verra par rapport au nationalisme africain. Et le nationalisme africain est défini comme étant... Le nationalisme africain est une intelligence économique et une sagesse guerrière opposée à toute forme de domination et d'exploitation. Le nationalisme africain est une intelligence économique et une sagesse guerrière opposée à toute forme de domination et d'exploitation. Elle reconstruit notre mentalité, elle reconstruit notre personnalité, elle reconstruit notre identité. Elle nous reconstruit des fautes en comble. Parce que notre chère et mère patrie, l'Afrique, a été victime, et nous, le peuple africain, nous avions été victimes de plusieurs théories et idéologies venues d'autres cieux. Ces idéologies et théories, comme vous le savez, spirituelles, scientifiques, religieuses, politiques, sociales, économiques, toutes ces idéologies ont fait que ça brisait en nous
notre vraie identité. Notre vraie identité a été brisée. Notre propre boussole du monde, on l'a perdue. Notre conception, notre vision, on ne l'a même pas. On ne peut même plus parler de vision aujourd'hui en Afrique parce que l'Afrique n'a pas de vision. Il n'y a pas des Africains qui ont des visions. Des Africains, tous les Africains qui ont eu de vision, qui avaient une vision, disons, qui avaient une vision pour notre chère et mère patrie d'Afrique et pour notre peuple, vous aviez vu de quoi ils étaient capables. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour notre peuple? Parce que à chaque fois que quelqu'un se reconnecte, à chaque fois que quelqu'un va dans la source là, du nationalisme africain, on comprend au mieux que nous sommes un peuple toujours dominé, que nous sommes une nation qui n'existe pas, et que la mère patrie africaine est soumise à l'exploitation perpétuelle. Dès qu'on se reconnecte là, on comprend même sur le plan du mental, sur le plan de la pensée, sur le plan de l'intelligence, sur le plan même des idéologies, comment est-ce qu'on a été égaré de faute en compte. Donc, le nationalisme africain nous construit. Le nationalisme africain sera une thérapie qu'on va donner maintenant à cette génération, à cette nouvelle génération, notre génération. Il faut que l'on comprenne que c'est par le nationalisme africain que nous réussirons à nous opposer à toute forme d'exploitation et à sortir notre mère patrie, l'Afrique, de la domination perpétuelle dans laquelle on nous a placés. C'est par le nationalisme africain. Cette intelligence-là est une intelligence qui nous permet d'abord de comprendre d'où nous sommes venus. Quelle est notre source? Le nationalisme africain, c'est aussi cette intelligence-là qui nous permettra de comprendre comment est-ce que le monde fonctionne, comment est-ce que notre peuple subit la domination et comment est-ce que l'Afrique est exploitée par le nationalisme africain. Car son objectif principal aboutira à donner et à redonner à tout Africain et à toute Africaine l'amour de notre mère patrie, l'Afrique. Et ce mot-là, c'est le mot-clé. L'amour de l'Afrique. Car cet amour-là, c'est l'amour de soi. L'amour de ce que nous sommes. L'amour de ce que nous devons être. L'amour même de l'humanité. Parce que le fait que nous sommes en train d'éviter, de prendre la responsabilité qui est nôtre, de rentrer dans l'histoire de l'humanité, de jouer notre rôle, si j'ose dire, dans l'humanité, il s'est fait que le monde continue à trébucher. Parce que les riches continuent à être riches parce que l'Afrique donne la possibilité aux riches de continuer à gagner gratuitement. Et du moment où les riches continuent à être riches, ils continuent à être puissants, ils continuent à être forts, donc il continuera à frapper là où il veut, au moment où il le décide. Parce que nous le permettons, nous, d'avoir accès à ce qui le permet, à ce qui constitue la richesse ou à ce qui est en train de construire sa richesse et sa puissance. Donc nous devons, à partir du nationalisme africain, ça sera aussi une thérapie pour guérir l'humanité. Faire comprendre aux autres que l'utilisation de ces ressources-là, c'est abusif. La manière dont vous les utilisez, il faut arrêter. Le point 2, je parle des interrogations. Lorsque je parle des interrogations, je voudrais vous dire qu'il faut s'interroger. Il y a des choses, parfois quand on est dans la vie comme tel que nous sommes là, il faut s'interroger sur notre existence ici sur Terre. Il faut s'interroger sur le comment et le pourquoi du déroulement des affaires du monde. Il faut s'interroger sur tout. C'est-à-dire poser des bonnes questions. Nous n'avions toujours pas posé des bonnes questions. Il s'est fait que nous n'avions pas de réponses adéquates pour solutionner le problème. Il faut se poser des bonnes questions. Dans le cadre du nationalisme africain, les questions qu'il faut se poser, ce sont des questions qui sont pertinentes. Ce sont des questions qui doivent nous amener à comprendre pourquoi, par exemple, la première question, pourquoi les Européens sont-ils en Afrique? Pourquoi les Européens sont-ils en Afrique? Ça, c'est une question. Lorsqu'on adhère dans la dimension du nationalisme africain, vous devez déjà comprendre pourquoi cet individu-là est ici. Première question, pourquoi les Européens sont-ils en Afrique? Les bonnes questions. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire de l'Afrique, il y a 4 choses qu'on doit connaître. Dans votre histoire personnelle, en tant qu'individu, vous devez connaître ces 4 personnalités. Permettez que j'utilise ces termes-là. C'est-à-dire, vous aurez à connaître l'étranger. Vous aurez à connaître la tristesse. Vous aurez à connaître l'ennemi. Et vous aurez à connaître la joie. Je disais que vous aurez à connaître l'étranger. Vous aurez à connaître l'ennemi. Vous aurez à connaître la tristesse. Et vous aurez à connaître la joie. Regardons maintenant schématiquement. Si on pose la question, pourquoi les Européens sont-ils en Afrique? Qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Si on se pose ces questions. L'étranger, nous l'avions connu. Mais depuis que nous avions connu cet étranger-là, depuis que nous avions connu l'étranger, quelle est la situation véritable de l'Africain? Quelle est la situation véritable de l'Africaine depuis que nous avions connu ces gens-là?
Si nous nous posons la deuxième question, d'où vient la tristesse de l'Afrique? D'où vient la tristesse de notre peuple? Regardez tout ce qui apporte la tristesse chez nous. Commencez à vous poser des questions aussi pertinentes et aussi essentielles. Qu'est-ce qui apporte la tristesse chez nous? Qu'est-ce qui fait que notre peuple est triste? Qu'est-ce qui fait que les femmes africaines sont-elles tristes? Qu'est-ce qui fait que les enfants africains sont tristes? Qu'est-ce qui fait que les hommes africains sont tristes? Qu'est-ce qui apporte, qu'est-ce qui occasionne, qu'est-ce qui fait qu'il y a la tristesse chez nous? Et lorsqu'on se pose la question de savoir qui est l'ennemi de l'Afrique, qu'est-ce que les ennemis, c'est-à-dire, quelle est la situation véritable de notre chère et mère patrie l'Afrique? Lorsqu'on regarde la situation de notre chère et mère patrie l'Afrique, vous vous posez la question de savoir qui sont les personnes qui ont participé, le groupe, le mouvement, les structures, les familles qui ont participé à ce que l'Afrique connaisse cette situation, où l'Afrique se trouve dans la situation dans laquelle elle est. Vous aurez remarqué que ces personnes-là, toutes les personnes qui l'ont occasionné sont des ennemis. Après, vous vous reposez la question, qui sont les ennemis de l'Afrique? Et ces personnes-là, il faut les répertorier. Ce qu'ils font, il faut agir conséquemment, même de manière individuelle. Même là où vous êtes, partout où vous êtes. On n'a plus le droit de laisser passer des choses telles qui se passent comme ça. On ne peut plus, tu ne peux plus. Tu ne peux pas passer quelque part, tu vois un noir qui est tabassé, une noire qui est tabassée, qui est insultée, qui est crachée dessus. Toi, tu te dis, ah, c'est son affaire, ah, on verra ça après. C'est une responsabilité. Du moment où tu es passé par cette route-là, c'est ta responsabilité de pouvoir intervenir et de pouvoir solutionner la question à ton niveau. Là où tu es. Parce que si tu répertories tout le problème qui ont fait et qui ont occasionné l'Afrique est dans cette situation, tu vas sûrement voir clairement qui sont les ennemis d'Afrique. Parce que lorsque nous parlons du néocolonialisme, l'Africain qui veut que l'on agisse selon les méthodes de l'Occident, selon les méthodes du maître, selon les méthodes... C'est un ennemi de l'Afrique. Parce que ça, c'est sa méthode. Lorsque quelqu'un te donne tes gifles, il te dit, je vais te montrer comment tu peux répondre à cette gifle-là. Et toi, tu dis aux autres qui ont giflé la personne, non, il y a une façon de pouvoir le gifler. Mais mon cher ami, il y a quand même une façon de pouvoir rentrer dans une ambassade. Ces gens-là sont des ennemis de l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre nous, non, ils ne sont pas contre nous. Ces gens-là ne veulent pas que l'Afrique aille de l'avant. Parce que nous avions transcendé les méthodes que l'autre nous a données. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je sollicite votre attention sur les questions qui se passent au Mali. Veuillez trouver 6 juin Son Excellence, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Recevez mes salutations et mes considérations, je ne sais pas quoi le plus distingué. Ça, c'est sa manière, c'est sa réponse. Parce que quand il prend la lettre, voilà, ce nègre-là, il a été bien éduqué là, bien dressé. Éduqué même, c'est tout, donc bien dressé. Il a été bien dressé, ces nègres-là. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Il y a une façon quand même, vous pouvez faire la politique. Non, on ne fait pas la politique selon la façon de l'autre. On ne fait pas la politique parce que l'autre nous a dit c'est cette manière-là de lutter. Tous ces Africains-là qui, dans leur structure, veulent être chapeautés par des structures, comme l'on disait, des structures occidentales ou des pensées occidentales, qu'il faut aller descendre. Non, nous, on est en train d'agir par rapport à la situation qui est nôtre. Nous sommes en train d'agir par rapport au contexte dans lequel on est. Nous sommes une génération qui est venue regarder notre génération. Notre génération, on nous a privé le pouvoir de la décision. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont les politiques désastreuses imposées en Afrique qui font que les jeunes Africains sont poussés vers l'émigration, qui se retrouvent aujourd'hui vers les catacombes de Lampedusa. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas les jeunes Africains qui ont décidé que notre formation universitaire doit aller dans tel domaine ou dans tel secteur. Non. C'est parce qu'on a mis sur ta table économie, sciences po, administration, ceci, et toi tu fais les choix parmi ceux qui ont été sélectionnés pour toi. Mais ce n'est pas nous qui avions dit que, conformément à notre environnement politique, regardez, dans les universités africaines, vous pensez qu'il y a des filiales pour apprendre la transformation des métaux? Si vous allez dans ces filiales ou dans ces facultés-là, il y a 2 ou 3 étudiants. Et il manque de tout. Il n'y a même pas de cours essentiels par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide, a voulu qu'il en soit ainsi. Notre génération, nous avions été coupés déjà de l'Afrique d'antan, de nos valeurs les plus humaines et de nos valeurs culturelles les plus intransigeantes. Nous avions été coupés de ça. Nous avions connu la génération de tous nos pères, des indépendances, qui aujourd'hui même d'ailleurs peuvent être considérés comme nos grands-pères, ceux des indépendances. Mais eux, ils avaient au moins les cordons ombilicaux de l'Afrique d'antan. Nous ne l'avions pas. Après eux, nous avions connu tous ces irresponsables-là. Des Mobutu, des Yadema, tous ces gens-là que vous connaissez. C'est eux, aujourd'hui, qui ont dessiné quel sera l'avenir de l'Afrique en complicité avec ces gens-là. Ils sont des ennemis de l'Afrique. On doit se poser des questions. Pourquoi est-ce que l'Occident soutient tel candidat et pas d'autre? Pourquoi l'Occident veut que l'Afrique aille dans le choix démocratique
avec leur méthode de choix. Comment est-ce qu'on choisissait de chef des familles chez nous? Qui sait comment est-ce qu'on choisit le président chinois? Vous direz tous c'est dans le parti communiste, mais comment? Quelle est la méthode mise en place pour choisir le président chinois? Tout le monde est là, à la surprise de tout le monde est là. On va regarder comment le président chinois va sortir avec 3 personnes ici et 3 personnes de l'autre. Tout le monde applaudit. Il a été choisi président de la République. Et il n'y a pas de recours, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de oh, il y a eu tricherie, tout ça. Non, c'est ça la dignité, le respect d'un peuple. Nous courons derrière des mythes. Posez-vous la question, des bonnes questions, des interrogations. Pourquoi est-ce que l'Afrique sans la démocratie ne s'en sortirait pas? La démocratie occidentale. Est-ce que l'Afrique... Pourquoi devons-nous aller vers les mythes de développement? Regardez, lorsqu'on fixe les critères de développement, le planning familial est parmi les critères les plus essentiels du développement. Le planning familial consiste à quoi? Ça, c'est pour l'Occident. Et pour l'Occident, vous avez vu, vous, les conséquences. Vous avez vu les conséquences de l'Occident. Aujourd'hui, la population européenne est vieillissante. Avec ce creux qu'ils ont eu par rapport, il fallait donner tout dans ce sens et il fallait réduire le nombre de naissances. C'est nous, aujourd'hui, qui sommes en train de pallier à ça. Le planning familial consiste à, nous allons donner nos femmes des contraceptifs, nous allons réguler le nombre de naissances. Au même moment, l'Afrique, regardez aujourd'hui la vérité est sortie au grand jour. La lumière de la vérité, c'est que quoi? La démographie africaine, l'explosion de notre démographie a toujours posé problème et inquiété l'Occident. C'est la raison pour laquelle ils ont appuyé ces politiques venues à travers différentes ONG. Les politiques de ce qu'ils appellent de planning familial, les critères de développement. Le taux d'alphabétisation dans un pays, les taux d'alphabétisation, oui, les enfants vont être alphabétisés, mais avec quel contenu? La preuve est là. Aujourd'hui, en 1960, on n'avait pas ce nombre de cadres des universités. Nous en avons combien aujourd'hui? Le contenu que nous sommes en train de mettre, parmi les éléments là du planning familial, vous verrez que tout ce qui est mis, tout ce qu'ils ont souligné comme, c'est eux qui ont choisi les critères de développement. Quel est le pays qui peut être choisi ou désigné comme un pays en voie de développement ou un pays développé? Ce n'est même pas la raison de la technique ou de la technologie. Ça vient même après. Mais ils partent d'abord sur des principes, sur l'organisation sociétale. C'est-à-dire qu'ils veulent nous poser une forme d'organisation sociétale qu'elle a leur. Mais nous, notre génération, pourquoi devons-nous suivre ça? Ça démontre que nous sommes des générations qui ne se posent pas des questions. Parce qu'il faut se poser des questions. Eux, ils ont appliqué ça. Quel est le résultat? Le résultat est que la population européenne est vieillissante. La population européenne est vieillissante et du moment où la population européenne est vieillissante, il s'est fait que même l'économie est paralysée. Même l'avenir de demain est paralysé. Parce qu'on ne sait pas qui va répondre le flambeau. On recourt à nous. Mais ils sont en train de tout faire que la minorité qui restera doit rester en tête. Sur la masse comme ils ont fait autrefois pendant les périodes de l'esclavage et consorts. Les bonnes questions. Il faut se poser des bonnes questions. Quelle est la force du système économique actuel? Est-ce qu'on s'est posé déjà cette question? Quelle est la force du système économique actuel? Quelle est la solution apportée par l'Occident sur le plan politique, économique et social en Afrique? Quelle est la solution apportée? Quelles sont les solutions apportées par l'Occident? Sur le plan de la paix, nous avions laissé à l'Occident gérer notre situation sécuritaire. Il n'y a eu aucun résultat. Sur le plan de l'économie, nous avions laissé l'Occident gérer nos politiques économiques, imposer les critères, la forme, la manière, les priorités. Quel est le résultat? Sur le plan de l'éducation, nous avions laissé nos enfants rentrer dans un système éducatif conçu, mis en place, financé par l'Occident. Les résultats. Nous sommes une génération qui doit se poser. Ce n'est qu'en se posant ces questions. Ça, c'est le nationalisme africain. C'est cette dimension de comprendre que nous sommes dans un environnement, nous sommes en train de vivre, de progresser. On nous impose des choses dans tel domaine, dans tel secteur. Mais quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Les solutions apportées. Parce que l'Afrique, vous le savez, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Et nous avions mis l'Occident comme étant le recours absolu par rapport à tous nos problèmes. Mais posons-nous la question de notre génération. Prenez un effort, faisons un effort tous ensemble de répertorier les problèmes auxquels nous avions été confrontés. Et quelles sont les solutions que l'Occident nous a apportées par rapport à ces problèmes-là? Quelles sont les solutions que l'Occident nous a apportées? Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Quelle est la destinée de l'Afrique? Où est-ce qu'on nous conduit aujourd'hui? L'Afrique va où? L'homme noir va où? La femme noire va où? Et l'Afrique va où? Ce sont des questions de fond qu'il faut se poser. Quel est le changement que l'Occident a apporté en Afrique?
Depuis que nous avions connu l'Occident, vous savez à quel moment du carrefour de notre histoire que nous avons croisé l'Occident. Quels sont les changements? Conséquemment, avec toute la clairvoyance, vous prenez les changements. Je ne parle pas moi des changements positifs ou négatifs. J'ai dit simplement les changements. Quels sont les changements qui ont été apportés? Vous connaissez, vous avez des possibilités d'avoir accès à certaines connaissances ou à certaines histoires par rapport à nos sociétés d'antan. Et aujourd'hui, quels sont les changements que l'Occident a occasionnés ou bousculés ou opéré chez nous, depuis qu'on a connu l'Occident, sur le plan spirituel, vous pouvez mettre comme ça, sur le plan économique, vous pouvez mettre comme ça, sur le plan culturel, sur le plan sociétal, sur le plan comportemental. Quels sont les changements que l'Occident a apportés? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. C'est ça le socle fondamental du nationalisme africain. Je disais que c'est une intelligence économique et une sagesse guerrière. Parce qu'en partant de ça, vous aurez compris comment nous allons lutter. Nous n'avons pas à gaspiller nos énergies comme ça. Comment nous allons lutter? Et quand on lutte, une meilleure façon de lutter, c'est de faire comprendre à l'ennemi, de lui donner un coup. Si nous avons réussi la gifle, il faut couper les bras. Nous, on ne remet pas la gifle. Il faut couper le bras pour que demain, il ne puisse plus refrapper. C'est-à-dire, c'est en comprenant ces stratégies, cette intelligence, ces questionnements-là, si on travaille sur des questions pareilles, vous verrez que tout est à notre portée. Mais justement, on pose la question, vous verrez que, brrr, comme l'ordinateur, ça va tout découler. Regardez le changement. En partant de là, on comprend qu'ils ont la mauvaise foi. Qu'ils ont voulu que l'on perde notre identité. Que l'on perde ce que nous sommes. Quelle est la stabilité? Est-ce que l'Afrique est-elle stable? Première question. Est-ce que moi, nous, en tant qu'hommes, femmes, nous sommes stables? Deuxième, est-ce que les familles africaines sont-elles stables? Est-ce que l'avenir de nos enfants? C'est-à-dire des questions comme ça. La stabilité de nos vies. Est-ce que les politiques africaines, les politiques qui sont menées en Afrique, sont des politiques stables? Est-ce que l'économie africaine est-elle stable? Lorsque nous allons poser ces questions, si on remarque que c'est instable, il y a de l'instabilité, qui a causé cette instabilité? Ou qu'est-ce qui cause ces instabilités? Les questions de fond. Est-ce que la cause africaine est comprise dans le monde? Est-ce que le message que portent les Africains, nous avions réussi à communiquer dans le monde, nous les Africains, nous avions réussi à ce que d'autres peuples puissent comprendre pourquoi nous sommes dans cet état et pourquoi nous luttons? Parce que quand vous regardez par exemple les médias européens, ils vous disent les éternels, le travail qui a été fait, nous-mêmes, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut entreprendre par rapport à ces travails-là? Je pense que vous avez la ligne de toutes les interrogations, des questions qu'il faut poser. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Notre vie sur Terre, à quoi ça sert? Notre vie il y a cela 10 ans, notre vie dans 10 ans. Je ne sais pas, même ici, je ne sais pas si on a déjà discuté notre vie dans 20 ans. Vous voyez comment? Vous voyez comment la communauté, dans 20 ans, je ne sais pas si on a discuté déjà sur ça. Parce que l'armée française va être là si on ne travaille pas. Tous ces peuples-là venus de l'Arabie, je ne sais pas d'où ils sont sortis, vont venir conquérir nos terres si on ne fait rien, s'il n'y a pas de réponse adéquate en face d'eux. Quelle est notre vie dans 20 ans? D'abord, la question a été posée, le travail a été fait pour contrecarrer ce qu'ils sont en train de faire dans 20 ans. Parce que moi, j'ai vu, en 2016, l'armée française n'est pas aussi ancrée en République démocratique du Congo, mais en 2016, ça sera le cas. Ils vont le faire passer dans derrière un mot, il s'appelle coopération. Quand il parle de la coopération, je pense que dans le manifeste, ça a été évoqué. Quand il parle de la coopération, derrière ça, c'est un gentil mot. C'est comme si on dit l'aide ou la civilisation. Ce sont des gentils, des vocabulaires gentils, exceptionnels même. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait passer? Derrière. Vous savez qu'ils n'ont pas de scrupules. Ils ont réussi même, derrière le nom de Dieu, à faire passer la bêtise. Ils ont réussi à faire ça. Notre vie. La vie de notre peuple. D'ici 20 ans, nous avions réfléchi.